Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc, ici, pour la deuxième vidéo du cycle de vidéos par rapport aux exposés en seconde, faire face à la pénurie d'eau en Espagne. Bien, commençons par une présentation rapide, de l'Espagne et donc de ses fleuves, qui lui permettent donc notamment d'avoir suffisamment d'eau, à la fois, pour ses habitants et pour, l'agriculture. Donc en quelque sorte pour les habitants également. Alors, l'Espagne est un pays, de 505 992 km², hein. On est un peu plus petit ici que la France métropolitaine qui, elle, mesure 551 695 km². L'Espagne occupe 85 de la péninsule ibérique, les 15 étant occupés par le Portugal, et l'Espagne a en son sein 47 millions d'habitants et son régime est la monarchie constitutionnelle. Ainsi, le roi Felipe VI d'Espagne a succédé en juin 2014 à son père, Juan Carlos d'Espagne. Le pays espagnol, enfin l'Espagne, est divisé en 17 communautés autonomes qui ont plus ou moins de liberté par rapport à l'État central. Chacune de ces communautés dispose d'un parlement, d'un gouvernement, d'une police qui lui est propre et d'une langue. Ainsi, le castillan est l'une de ces 4 langues, hein. Le castillan est la langue officielle donc de l'État espagnol. Vous retrouvez également le catalan, on va retrouver le galicien et le basque. Donc voilà, si on regarde un petit peu ces différentes langues, donc le galicien essentiellement à l'ouest du pays, le basque c'est le nord-est du pays avec la frontière française, hein, le Pays basque que l'on a également en France. Vous avez donc le castillan, c'est l'écrasante majorité du cœur du pays avec un castillan du nord et un castillan du sud, mais la base est la même. Et on va également retrouver le catalan donc à l'extrême ouest, l'extrême est du pays plutôt, à l'extrême est du pays, le catalan, donc notamment avec la Catalogne, et également un peu la région de Valence où le catalan est pratiqué. Alors si on regarde, hein, vous avez ici hein, donc ces 17 communautés autonomes, hein, donc c'est un peu différent de ce qui se passe chez nous, là où l'État est davantage centralisé en France, en Espagne. Vous avez des régions, si vous voulez, des communautés autonomes qui ont plus ou moins de liberté par rapport à l'État central. La Catalogne, par exemple, en a beaucoup, ce qui suscite des velléités d'indépendance, hein. Vous avez peut-être entendu parler ces dernières années de velléités donc d'indépendance pour la Catalogne, comme on peut avoir parfois des velléités d'indépendance pour le Pays basque avec un Pays basque français et un Pays basque espagnol. Donc voilà, hein, donc on a 17 régions, 17 communautés autonomes et ensuite 50 provinces, un pays relativement morcelé. Alors d'un point de vue hydrographique, l'Espagne va être traversée par plusieurs grands fleuves, donc on va voir les principaux. Vous avez en premier lieu le Tage. Le Tage, ici, hein, vous avez écrit Tayo, il fait 1007 km, hein, donc 816 km en Espagne. C'est le fleuve le plus long du pays, hein, donc ici au centre, c'est le fleuve le plus long du pays, le Tage. Et ce pays donc traverse l'Estrémadure, Castille-La Manche, Madrid et l'Aragon. Donc si vous regardez, hein, donc Communauté de Madrid, Castille-La Manche, l'Estrémadure et l'Aragon sont traversés par le fleuve Tage. Le Tage qui finit par s'écouler au Portugal. Sur le Tage, on a de nombreux barrages qui permettent de produire de l'hydroélectricité. Ensuite, le deuxième fleuve, c'est l'Èbre. Vous avez Ebro, donc plutôt au nord-est du pays. L'Èbre mesure 930 km. Il s'écoule uniquement en Espagne. Il va parcourir la Catalogne, l'Aragon, la Navarre, le Pays basque, la Rioja, la Cantabrie et la Castille-Léon. Donc si vous regardez, Catalogne, Aragon, Rioja, donc c'est davantage au nord-est du pays, hein. Donc le plus au sud, vous avez Castille et Léon, qui va être un peu plus à l'est, donc traversé par l'Èbre. Ensuite, le Douro, 900 km, dont 572 en Espagne. C'est le deuxième fleuve au débit le plus élevé ici. Il va parcourir Madrid, l'Estrémadure, Castille-La Manche, la Rioja, la Cantabrie, la Galice, la Castille-Léon, et il va déboucher à Porto, hein, et il va se verser dans l'océan Atlantique.
Le Douro suscite aujourd'hui des tensions entre l'Espagne et le Portugal, puisque en raison d'un accord entre les deux pays, signé en 1998, l'Espagne doit reverser une partie de son eau au Portugal. Sauf qu'avec la situation de sécheresse ces dernières années, l'Espagne a moins reversé d'eau au Portugal, d'où les tensions entre les deux pays par rapport à ce fleuve, le Douro. Ici, vous avez Duero, on est au nord-nord-est de l'Espagne. Le quatrième plus grand fleuve espagnol, c'est le Guadiana, 820 km. Il traverse l'Andalousie, la Castille-La Manche, l'Estrémadure et débouche dans l'océan Atlantique. Le Guadiana, vous l'avez ici, donc il va être davantage dans le sud du pays ici, sud-ouest du pays. Et enfin, vous avez le Guadalquivir, le plus grand fleuve, le plus au sud en Espagne, 657 km, qui s'écoule exclusivement en Andalousie et qui débouche dans l'océan Atlantique, près du détroit de Gibraltar. Donc là, le Guadalquivir, qui est le seul grand fleuve navigable en Espagne. Vous avez ensuite 3 fleuves de moindre importance, que sont le Yúcar, qui fait 509 km, le Minho, qui fait ici au nord-ouest, le Minho qui fait 340 km, et le Segura au sud-est qui mesure 325 km. Passons à la politique liée à l'eau en Espagne, les usages et les tensions liées à ces usages. Alors il faut savoir que tout au long du XXe siècle, l'Espagne a cherché à contrôler et à augmenter sa disponibilité en eau par le biais des aménagements hydrauliques, donc notamment les barrages. Barrages que vous pouvez voir ici en Catalogne, dans le nord-est du pays, que vous pouvez également trouver ici donc à l'ouest du pays ou au sud-ouest, en Andalousie, près de Séville. Vous avez différents barrages. Et donc l'Espagne, c'est un des pays qui compte le plus de barrages au monde. C'est le premier pays dans l'Union européenne avec 1226 barrages. Et la plupart ont été construits dans les années 1950 sous le régime de Franco, le régime franquiste. Alors en Espagne, on parle d'embals ou de pantanos. C'est un peu l'équivalent des méga-bassines qui font tant débat aujourd'hui en France. Jusque dans les années 1990, ce système est très très largement utilisé. Alors si on regarde, ici vous avez le barrage de Mequinensa, qui est situé sur l'Èbre en Espagne, dans la province de Saragosse et Huesca, en Aragon. Et donc on a ici un lac de retenue qui est connu sous le nom de mer d'Aragon, s'étend sur les provinces donc, de Saragosse et de Huesca. Le lac qui s'étend sur 120 km de longueur, et sa largeur maximale est de 600 mètres pour une superficie totale de 7720 km². La construction de ce barrage a débuté en 1955 et a entraîné la destruction de la vieille ville de Mequinensa, qui a été inondée par l'Èbre. Donc vous avez ces bassins qui sont utilisés assez largement donc en Espagne. En Espagne, il y a un plan hydrologique national, un PHN, qui est mis en place, et celui-ci a été modifié à plusieurs reprises au gré des changements politiques. Ce PHN va susciter des tensions entre les différentes communautés autonomes, des conflits d'usage entre les régions espagnoles. Certaines régions qui sont en déficit d'eau critiquent l'égoïsme des régions qui, elles, ont beaucoup d'eau et qui refusent les transferts en fait, de leur région vers les régions qui ont moins d'eau. Il y a des critiques à propos du gaspillage de l'eau dans certaines régions où l'eau est abondante. Si vous regardez, vous avez ici en Espagne des régions bien arrosées, principalement le nord-ouest espagnol est bien arrosé, et vous allez avoir de la pénurie principalement à l'est et au sud-est de l'Espagne, pénurie d'eau conjoncturelle ou structurelle, ça veut dire qu'elle arrive parfois ou elle est de manière continue. Conjoncturelle, c'est ponctuel, structurelle, c'est tout le temps. Et donc cette pénurie, il va y avoir nécessité d'une certaine solidarité hydraulique. C'est ce que réclament notamment les agriculteurs du Sud, qui réclament des détournements en fait de l'eau des fleuves. Là, vous avez ici des opérations de transfert, vous avez l'eau du Tage qu'on va acheminer en partie dans le sud de l'Espagne.
Alors, les communautés autonomes s'opposent là-dessus, puisque les communautés autonomes, par exemple celle de Madrid, l'opposition, c'est de dire que non, l'eau, ils en ont besoin là où elle est, et il ne faut pas la transférer plus au sud. Il faut aussi noter que bien souvent, les communautés les plus richement dotées en eau sont aussi les moins riches financièrement. Et donc, les États, du moins les régions qui ont beaucoup d'eau, réclament une solidarité des revenus pour, à leur tour, proposer une solidarité hydrique. Alors, le PHN, au début des années 2000, mis en place par le gouvernement conservateur de José María Aznar, il avait pour projet de transférer l'eau du bassin de l'Ebre, qui traverse l'Aragon et la Catalogne, vers les régions méditerranéennes et la Catalogne. Donc l'objectif, c'était de prendre l'eau de l'Ebre et de l'acheminer vers Barcelone, vers Valence et plus au sud, donc l'Andalousie notamment. L'idée, c'était de résoudre le déficit hydrique de ces régions qui sont marquées par une irrigation importante et un fort dynamisme touristique. La région de l'Aragon était alors opposée au transfert en eau et des tensions ont eu lieu entre Valence et la Murcie et la région donc d'Aragon. En Aragon, on refusait de transférer l'eau et en Murcie, on réclamait l'eau donc pour Valence notamment. Alors aujourd'hui, il faut savoir que vous avez une politique qui est en partie liée encore à ces barrages, mais une politique qui a tendance à se diversifier. Alors en 2005, les socialistes prennent le pouvoir en Espagne, c'est José Luis Zapatero, et un nouveau plan est mis en place. Du coup, ce nouveau plan va faire la part belle justement au dessalement de l'eau de mer. Et ce plan est toujours en vigueur aujourd'hui. À tel point qu'aujourd'hui, des barrages en Espagne vont être détruits. Alors ici, vous avez le barrage d'Aldea d'Avila, un des plus puissants barrages d'Espagne, qui est sur le fleuve Douro, et il marque la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Et donc ce barrage donc, à Aldea d'Avila est l'un des complexes hydroélectriques les plus importants d'Espagne. Et donc il alimente l'Espagne, une partie de l'Espagne, du territoire espagnol, en électricité. Alors aujourd'hui, donc les barrages sont détruits en Espagne afin de permettre une réhabilitation pour la faune et la flore, et cela va poser problème à de nombreux agriculteurs qui eux vivent des retenues d'eau. 85 à 95% des retenues en eau servent à l'agriculture, et à l'agriculture notamment intensive. Ici, vous regardez le réservoir de Guillaumet, situé en Catalogne, qui connaît une diminution spectaculaire de son niveau d'eau lors de l'été 2022. Alors, bien évidemment, la disparition des embalses, la suppression progressive de certains barrages, ce n'est pas la seule raison qui va entraîner donc la diminution du niveau d'eau, puisque l'Espagne est touchée depuis 2021 par une forte sécheresse. Cette forte sécheresse, on peut la voir ici au niveau de l'embalse de la Vinuela près de Malaga. Là-bas, vous avez une région entière, donc la Axarquia, où il y a 220 000 habitants, et ces 220 000 habitants vivent quasi exclusivement de la culture de fruits tropicaux, comme la mangue ou bien encore l'avocat. Or, ici, donc à la Vinuela, qui est la seule retenue des environs, on est aux alentours de 10 à 11% des capacités et les responsables vont interdire aujourd'hui toute irrigation. L'irrigation est interdite puisque, en raison de la sécheresse, donc ici vous avez une illustration du réservoir de la Vinuela le 22 mars 2023, en raison de la sécheresse, on va interdire toute irrigation, mais dans une région où l'essentiel de la population vit de l'agriculture intensive. Donc la Axarquia, on est ici, à proximité de Malaga, en Andalousie, à l'extrême sud de l'Espagne, et là-bas vont être cultivés tout un tas de fruits et de légumes, des fruits et légumes qui consomment énormément d'eau. L'exemple qu'on vous a donné, c'est la mangue et l'avocat. Ainsi, un avocat consomme près de 8000 m3 par hectare et par an, 8000 m3 d'eau par hectare et par an, et la mangue consomme près de 5000 m3 par hectare et par an. En théorie, les plantations d'avocatiers et de manguiers les plantations nouvelles d'avocatiers et de manguiers sont interdites,
Cependant, depuis 2021, on assiste à une prolifération de ces avocatiers et ces manguiers, puisqu'ils rapportent énormément d'argent. En dépit de la sécheresse, on va continuer à irriguer de plus en plus d'avocatiers, de plus en plus de manguiers. Alors, à tel point que aujourd'hui, il y a un combat contre les puits illégaux en Espagne. Ces puits illégaux ne sont pas nouveaux, hein. Depuis 2006, on avait chiffré officiellement en Espagne leur nombre à plus de 500 000, donc 500 000 puits illégaux en Espagne. Et l'ONG Greenpeace, elle, assure qu'il y a plus d'1 million de ces, donc de ces puits illégaux sur le territoire espagnol. Et donc, selon la WWF, 88 000 hectares sont arrosés avec de l'eau prélevée illégalement. On assiste également donc à du vol d'eau, hein, donc avec des raccordements illégaux. Ici, vous avez un document qui vous montre que 26 personnes ont été arrêtées en Andalousie pour vol d'eau afin d'irriguer justement des avocatiers et des manguiers. Et donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a 250 puits illégaux dans l'arc Sarkia et de nombreux millions de mètres cubes ont été volés afin d'arroser des hectares d'avocatiers et de manguiers. Et c'est les estimations de la police environnementale espagnole ici. Maintenant, si on regarde le prix de l'eau, on va retrouver en fait les régions qui en demandent le plus. Ces régions donc à forte agriculture, à agriculture intensive, ces régions agricoles, ça va être l'Andalousie, la Murcie et quelque part la communauté valencienne. Et donc tout ce sud-est donc espagnol, c'est là où les prix en eau vont être plus importants car l'eau manque davantage dans ces régions. Donc vous avez une inégalité d'accès à l'eau entre les différents territoires espagnols, et les territoires où on consomme le plus d'eau, c'est les territoires, hélas, où il y en a le moins. Et donc ici, cette région, ici, retenez l'Axarquia, donc près de Malaga, en Andalousie, où on va cultiver de nombreux fruits, malgré la sécheresse. Vous l'aurez compris, la question de l'eau en Espagne est une question centrale. Le pays est l'un des plus arides de l'Union européenne, et en termes de précipitations, il n'est qu'à 85% des précipitations moyennes de l'Union européenne. La pénurie d'eau et la sécheresse touchent de nombreux territoires en Espagne. On estime que 70% du territoire espagnol est en voie de désertification. De la même façon, sur le dernier demi-siècle, sur les 50 dernières années, selon des chiffres de 2021, les précipitations en Espagne ont baissé de 25%. Pour autant, la consommation d'eau en Espagne demeure très importante. On estime que les Espagnols consomment 200 litres d'eau par habitant par jour, contre 151 litres d'eau par habitant et par jour en France. Il faut noter que l'agriculture compte pour 77% de l'eau utilisée sur le territoire espagnol. Depuis 2021, l'Espagne est confrontée à une sécheresse importante et le manque d'eau chronique est exacerbé par le réchauffement climatique. Si l'on prend l'agglomération de Barcelone et ses 4,6 millions d'habitants, durant l'été, on a vu que les fontaines ornementales étaient à sec, qu'il était interdit d'arroser les parcs à l'eau potable et qu'un quart des douches des centres sportifs étaient fermées. De l'eau était par ailleurs livrée par bateau. Si on prend les réserves hydriques, on voit que en Catalogne, il ne reste que 28,4% de ces réserves, ce qui en fait l'une des régions les plus à sec d'Espagne, avec celle du Guadalquivir et l'Andalousie à 25,6%. L'un des symptômes majeurs de cette perte d'eau pour la Catalogne est lié avec la réémergence du village de Sceaux. Ce village était autrefois englouti sous les eaux depuis les années 1950-1960 avec la création d'un réservoir, donc d'une embalse, et seule la pointe de l'église était visible lorsque le bassin était plein. Aujourd'hui, le village de Sceaux réapparaît car l'embalse est à 4,7% de sa capacité. Regardez lorsque l'embalse est pleine et à l'heure actuelle, on voit réémerger le village de Sceaux, ce qui n'était pas le cas autrefois. Ici, vous voyez la sécheresse matérialisée par une carte des précipitations, avec des précipitations extrêmement faibles pour l'ensemble du territoire espagnol. Encore une fois, 70% du territoire espagnol est en voie de désertification, et il importe aujourd'hui de transporter de l'eau pour irriguer à la fois les terres, mais aussi et surtout pour donner de l'eau à la population espagnole
qui pourraient à terme cruellement en manquer. Alors, quelles solutions pour l'avenir? Alors, ces solutions pour l'avenir n'ont que peu de chances de se trouver via les barrages et les transferts d'eau. On l'a vu, les transferts d'eau et les barrages, c'était la grande politique menée par les conservateurs au début des années 2000 en Espagne. Et aujourd'hui, les transferts d'eau sont largement rejetés par la population. Ici, vous avez une banderole non à l'eau pour la Catalogne à l'usine de dessalement de Sagunto. Usine de dessalement de Sagunto à proximité de Valence. C'est celle que vous avez au nord de Valence. Et donc ici, vous avez une banderole non à l'eau pour la Catalogne. Ici, donc, devant les grilles de l'usine. Les transferts en eau, les barrages, semblent aujourd'hui de plus en plus limités et sont rejetés par une bonne partie de la population espagnole. La deuxième possibilité, c'est les usines de dessalement. L'Espagne compte aujourd'hui 765 usines de dessalement, dont 99 de très grande dimension. En Catalogne, là où les embalses sont à leur plus bas niveau historique, on l'a vu, 27% de leur capacité, et là où la sécheresse est persistante, le gouvernement régional a décrété des restrictions d'eau et a investi 2,3 milliards d'euros sur 5 ans pour doubler la capacité de l'usine de dessalement d'El Prat, qui tourne à plein régime depuis janvier 2022 pour alimenter Barcelone et son agglomération. Selon les environnementalistes et les écologistes, les usines de dessalement comportent un danger. En effet, c'est une solution qui n'en est pas réellement une. Ces usines ne peuvent s'implanter tout d'abord qu'à proximité de la mer. Ensuite, elles consomment énormément d'énergie. Et enfin, elles rejettent de grandes quantités de saumure en mer, ce qui a pour conséquence de polluer cette mer. Donc le modèle des usines de dessalement semble être un modèle périlleux et relativement onéreux. Il faut noter que la saumure de l'usine d'El Prat est retraitée dans des stations d'épuration, mais bien souvent, dans les usines de dessalement, on se contente de rejeter le sel directement en mer, ce qui a pour conséquence de nuire aux écosystèmes. Enfin, les usines de dessalement ont un bilan carbone défavorable car elles nécessitent une grande quantité d'énergie, on l'a vu, pour réaliser le processus de dessalement. Alors si la solution n'est pas dans les usines de dessalement, si elle n'est pas non plus dans les barrages et les transferts d'eau, peut-être que la solution n'est pas dans une consommation d'eau toujours plus importante. Peut-être faut-il qu'en Espagne, il y ait davantage de restrictions d'eau, notamment dans le domaine agricole, et peut-être faut-il que l'agriculture s'adapte aux conditions nouvelles. Ainsi, une réinvention des pratiques agricoles est souhaitable en Espagne. L'Espagne est perçue aujourd'hui comme un laboratoire à champ ouvert. Ainsi, en Murcie, dans le sud de l'Espagne, un certain Alfonso Chico a une ferme appelée la Junquera. Dans cette ferme, 99% des productions sont cultivées sans irrigation et de nouvelles techniques agricoles et des plantes résistantes à la sécheresse sont ainsi cultivées davantage. C'est un des premiers moyens pour adapter l'agriculture espagnole au changement climatique. Puisque l'Espagne, aujourd'hui, est le premier producteur et exportateur européen de fruits et de légumes, tout en étant le 8e producteur et exportateur au monde. Il faut savoir que les 2/5 donc, des productions de fruits de l'Union européenne proviennent d'Espagne. Mais l'Espagne, c'est également le pays européen le plus touché par les changements climatiques, avec près de 75% de son territoire qui est menacé par le réchauffement de la planète et, à terme, la désertification. Un effondrement des productions agricoles espagnoles pourrait avoir des répercussions considérables, que ce soit pour le continent européen, mais pour le monde entier. D'où l'intérêt de chercher des solutions. Alors Alfonso Chico en Murcie, avec la Junquera, lui, il a décidé de changer les productions et de prendre des productions qui résistent à la sécheresse et qui consomment moins d'eau. En parallèle, on va retrouver Planète Biotech.
Alors Planète Biotech, ça a été créé par une femme qui est chercheuse en biologie moléculaire, Ana Cano Delgado. Chercheuse en biologie moléculaire, elle a consacré sa carrière à l'étude de l'adaptation des plantes aux conditions de sécheresse. Et l'objectif, c'est de permettre de cultiver tout en limitant la consommation d'eau des plantes. Elle a fondé donc une entreprise appelée Planète Biotech. Cette entreprise Planète Biotech fait partie d'un groupe de 62 jeunes entreprises d'Europe, d'Amérique latine et du Moyen-Orient qui testent des produits et des technologies à Las Palmerias, qui est une station expérimentale axée sur l'utilisation efficace des ressources hydriques. Cette station à Las Palmerias, elle est propriété du groupe coopératif Caramar et elle se trouve au cœur d'El Herido, une petite ville du littoral au sud de l'Espagne, près de la ville d'Almeria. L'objectif, ça va être de cultiver des fruits et des légumes, de continuer la culture de fruits et de légumes, mais d'adapter cette culture au réchauffement climatique, soit en changeant le type de culture et en prenant des cultures qui consomment moins d'eau, soit ici en tentant de rendre les plantes davantage résistantes à la sécheresse, en faisant en sorte que votre plante de tomate, par exemple, consomme moins d'eau et que vos tomates poussent malgré le manque d'eau. Voilà peut-être la solution, l'une des solutions pour l'Espagne. À Almeria, il y a notamment eu un forum sur l'eau, hein, le 29 mars. Le 29 mars, il y a eu un forum sur l'eau à Almeria. Et ce forum sur l'eau, évidemment que c'est technique. On voit ici Caramar, on le voit en bas de l'affiche. L'idée, c'est de trouver des techniques pour améliorer la production en Espagne tout en faisant face au manque d'eau. Autre possibilité pour les Espagnols, c'est de réhabiliter d'anciens systèmes capables de répondre aux besoins agricoles et aux écosystèmes. Il y a en Espagne, donc dans le sud de l'Espagne, de vieux canaux, hein, appelés acequias, qui ont été mis en place pendant la domination arabe de l'Espagne. Et ces acequias, euh, aujourd'hui, sont pour certains en désuétude. L'idée, c'est de remettre en forme, de remettre ces acequias en utilisation, de remettre ces canaux, de les moderniser pour permettre que de l'eau arrive et soit utilisée pour l'irrigation. Encore une fois, voilà deux solutions ici, hein, la solution technologique avec la recherche scientifique et la solution peut-être plus concrète ici, le fait de ne pas gaspiller l'eau et de rénover hein, les acequias qui ont été créées au courant du Moyen Âge lorsque les Arabes étaient en Espagne, et ces acequias qui pourraient en partie irriguer les terres là où l'eau manque cruellement en Espagne. Les pénuries d'eau en Espagne, avec un pays qui tend à être de plus en plus sec, malgré un usage de l'eau très important, notamment pour l'irrigation. Nous nous retrouverons prochainement pour une prochaine vidéo avec un prochain exposé.